Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième grand rendez-vous télé de la campagne électorale. Face aux électeurs ce soir, Konan Kwadio Siméon, 51 ans, candidat indépendant. Pour la seconde fois, Konan Kwadio Siméon sollicite le suffrage des Ivoiriens. Il dit avoir des recettes pour améliorer leur quotidien. Que propose-t-il dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation? Comment compte-t-il résorber le chômage et lutter contre la pauvreté? C'est quoi son plan de réconciliation? Konan Kwadio Siméon a l'occasion ce soir de dérouler son projet de société. Avec moi en plateau pour l'interroger, Gorebi Hué, grand reporter et spécialiste des questions économiques à Fraternité Matin, et Herman Guivet, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Konan Kwadio Siméon, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, face aux électeurs, c'est 120 minutes et l'émission démarre avec le propos liminaire du candidat. 15 minutes de propos liminaire, donc vous avez la parole. Merci, madame. Chers compatriotes, en votre nom, à tous et à toutes, je voudrais commencer par bénir le Dieu des nations, qui permet à notre pays, malgré les péripéties de ces 25 dernières années, de tenir encore debout. Chers compatriotes, je suis ce soir chez vous pour parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays que nous aimons tous. Mais ce pays aux réalités si différentes aujourd'hui, ce pays aux deux réalités contradictoires. Ce pays qui est présenté par une partie de nos concitoyens, et cela a été bien présenté hier par mon prédécesseur sur ce plateau, avec une image presque de rêve. Un pays aux performances économiques records, un pays à la gouvernance irréprochable, un pays où les Ivoiriens sont à nouveau réunis et travaillent dans la discipline, main dans la main. Bien sûr, les investissements massifs avec les ouvrages qui sortent de terre peuvent être là pour conforter cette image idyllique. Mais d'un autre côté, l'image d'une Côte d'Ivoire encore traumatisée par tant d'années d'affrontements. L'image d'un pays où l'état de droit semble être problématique. L'image d'un pays où la gouvernance a beaucoup de choses à se reprocher. Un pays où on parle d'un côté de pro-Gbagbo, de pro-Ouattara. Un pays où l'insécurité et la mort constituent le lot quotidien des Ivoiriens. Chers compatriotes, ce regard contradictoire est symptomatique du désaccord des Ivoiriens sur la façon de gérer les affaires de l'État. Eh bien, c'est de ce pays que je suis venu parler avec vous. Je suis venu avec ma vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je suis venu me présenter aux Ivoiriens pour la deuxième fois.
et prendre avec ces Ivoiriens des engagements. Mon projet de société, que j'ai baptisé « Dans l'amour, bâtissons une Côte d'Ivoire juste, unie dans ses diversités et prospère », tient sur 7 points qui sont les 7 engagements de mon contrat avec mes compatriotes. D'abord, je veux travailler au bien-être social. Pour moi, ça doit être la finalité de toute politique. Et cela suppose qu'un certain nombre de conditions fondamentales soient réunies. Les conditions de sécurité, conditions de santé, conditions de logement, conditions d'éducation, et j'en passe. Mon deuxième engagement que je vais prendre devant les Ivoiriens, c'est l'instauration, je devrais dire la restauration de la paix. C'est un impératif pour moi. Et j'y travaillerai avec, bien entendu, la recette que je développerai si vous m'en donnez l'occasion. Mais pour arriver à la paix, une condition sine qua non s'impose. C'est la réconciliation nationale. Réconciliation nationale, objet et raison essentielle de mon intrusion sur la scène politique. Mon quatrième engagement sera la relance économique et la reprise du développement. Bien entendu, quand nous avons pu ramener la paix, il faudra maintenant s'occuper des Ivoiriens. Et je le ferai dans les propositions que je fais, dans la restauration, dans la relance de l'économie et bien sûr la reprise du développement. Mon cinquième engagement, c'est une voie que je compte promouvoir. Ce sera par le dialogue, par la concertation, que tous les différends que nous serons amenés à connaître, parce que nous sommes sur la terre des hommes, devra être réglés. Et mon sixième engagement sera un ensemble de vertus que je veux inculquer à mes concitoyens. Le travail bien fait, la vérité, la tolérance, l'honnêteté et l'intégrité. Et tout cela, et c'est mon septième engagement, devra reposer sur un socle, sur une constance, l'amour. L'amour doit être la base de nos relations. Et je veux y travailler. Voici les 7 engagements de mon action. Et ce pays a grand besoin de fraternisation, a grand besoin de paix, a grand besoin d'amour. Si vous reprenez à l'envers, je veux par l'amour mettre les gens au travail, à travers la relance économique, par les voies du dialogue, réussir la réconciliation, qui est la condition de la paix, pour pouvoir m'occuper de l'Ivoirien dans la finalité de ma politique, le bien-être social. Voici, chers compatriotes, ce que je compte développer avec nos amis, les journalistes, sur ce plateau. Je le fais en toute responsabilité. Je le fais parce que je pense que la Côte d'Ivoire a maintenant besoin de redécoller. Je le fais parce que je pense que nous ne pouvons plus continuer de nous entredéchirer. Je serai à votre disposition pour toutes les questions. Je vous remercie. Bien, merci Konan Kwadio Siméon. Vous nous faites gagner environ 10 minutes. Avant de poursuivre, je voudrais préciser que cette émission est découpée en 4 parties traitant chacune d'un thème. Dans un premier temps, nous aborderons les questions liées à l'économie et à l'agriculture. Puis nous parlerons d'emploi et de lutte contre la pauvreté.
Il sera ensuite question des sujets de société avec un sous-thème, l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé et autres. Et enfin, la politique dans sa double dimension nationale et extérieure. Et c'est environ 20 minutes qui sont consacrées à chacune des parties. Alors, avant de commencer le chapitre économie, permettez-moi de vous poser une question que beaucoup de téléspectateurs et d'internautes se posent. En 2010, sur ce même plateau de la RTI, vous déclariez qu'une prophétie vous prédestinait président de la République de Côte d'Ivoire. Mais cette prophétie n'a pu se réaliser puisque vous n'aviez obtenu qu'à peine 1% des suffrages des Ivoiriens. En 2015, vous voici encore candidat. Konan Kwadio Siméon, est-ce que ce même esprit vous a revisité cette année encore et que vous a-t-il prédit cette fois? Merci, madame. En 2010, le 18 octobre exactement, sur ce plateau, en face de votre confrère Brouaka Pascal, j'ai déclaré exactement que j'étais candidat à l'élection du président de la République sur appel, suite à une révélation qu'il a plu à celui qui sait toutes choses avant son commencement de me donner. J'ai dit que je serai président de la République. Vous pouvez remarquer que je suis encore sur le chemin pour être président de la République. C'était donc pas pour 2010? Je n'avais pas affirmé, vous pouvez revoir vos... C'est pour 2015 alors? C'est jusqu'à ce que je sois président de la République. Et ça va durer combien de temps? Eh bien, ça durera le temps que Dieu voudra. Je serai président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord. Si vous le permettez, nous allons revenir sur terre pour nous rapprocher des préoccupations de vos compatriotes, donc les Ivoiriens qui nous suivent avec le chapitre économie et agriculture. Gorebi, l'invité est à vous. Merci Sylvie. Konan Kwadio Siméon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez refusé la dotation de 100 millions. Vous a été octroyé par le chef de l'État, donc par l'État de Côte d'Ivoire, permettant ainsi à chacun des candidats de pouvoir battre campagne. Est-ce du bluff ou l'expression d'une autosuffisance financière, je dirais, d'une suffisance même? Ni l'un ni l'autre, cher ami. Je ne vois pas beaucoup qui blufferaient avec 100 millions de francs CFA. Et je me dois de m'expliquer devant la nation. J'ai reçu en effet une lettre du ministre d'État, ministre auprès du président de la République, M. Jeannot Ahoussou Kwadio, m'invitant à passer chercher un chèque de 100 millions de francs CFA que le président de la République aurait consenti à offrir aux candidats à l'élection présidentielle. Sans autre forme de clarification et de précision, moi qui suis profondément attaché à la loi de la République, j'ai commis mon service juridique à l'effet de m'instruire sur la base légale de cette offre. À l'issue de l'investigation, je n'ai pas réussi à cerner avec exactitude la base légale de cette dotation. J'ai alors, conformément aux valeurs que je compte inculquer dans mon action politique, qui sont des valeurs de clarté, des valeurs de transparence, des valeurs d'intégrité, j'ai respectueusement écrit par la même voie au chef de l'État, donc via le ministre d'État, pour décliner, je dis bien décliner, respectueusement cette offre. Ce n'est donc pas du bluff, encore moins parce que je serais suffisant moi-même
Je crois même que c'est un acte d'humilité. C'est encore moins parce que j'ai moi-même suffisamment d'argent pour faire campagne. Certainement que des 8 candidats en lice, je suis le candidat qui aurait eu intérêt à courir très vite chercher ces 100 millions. Mais je suis quelqu'un qui tient à la morale et à l'éthique. Et quand je regarde nos populations, quand je sais que dans nos hôpitaux, quelquefois, nous déplorons des pertes en vies humaines simplement parce qu'on n'a pas un seul cachet d'aspirine, je me dis, cette offre, sur aucune base légale, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, n'était pas la bienvenue pour moi. Je ne voulais pas me mettre en porte-à-faux, éventuellement, avec la loi. Je ne voulais pas être en pâture, car souvenez-vous, c'est par la télévision nationale que certains, dont moi-même, a appris l'information. Donc voilà, c'est conformément à des valeurs et également à mes valeurs, à mes convictions spirituelles que j'ai respectueusement déclinées. Alors, Konan Kouadio Siméon, cette attitude a intrigué bien d'Ivoiriens parce que dans un premier temps, cette décision était bien inscrite au budget et il y a un internaute qui nous a saisi et je vais vous poser sa question. Est-ce qu'il n'était pas mieux, vous avez parlé tout à l'heure de besoins de santé et autres, est-ce qu'il n'était pas mieux de prendre cette somme pour l'affecter à une cause humanitaire? Je voudrais bien, madame, que vous me montriez la ligne budgétaire qui prend en compte cette dotation. Je crois que sur Ce qui vous a gêné, justement, c'est le fait qu'on vous dise que c'est une offre exceptionnelle du chef de l'État. C'est bien cela? Non, madame, c'est le fait que, quand j'ai regardé dans le budget, aucune ligne n'était prévue pour cela. Contrairement à ce que vous dites. Et je crois que Monsieur le Président de la République, hier sur vos plateaux, s'en est expliqué et a bien confirmé que c'était une décision qui était effectivement exceptionnelle, qui n'avait pas été inscrite. Et vous aurez souhaité... Oui, vas-y, Go. Non, mais sachez que le chef de l'État a un budget de souveraineté qu'il peut utiliser également pour des causes sociales ou pour ce genre de situation. Donc, c'est aussi un devoir du chef de l'État de pouvoir créer les conditions d'une très bonne campagne. C'est une très bonne chose. Et en fonction de la compréhension de la chose, en fonction des valeurs des uns et des autres, je crois qu'il en a été remercié. Okay. C'est votre avis. Revenons donc. Alors, je peux revenir à votre question, la question ouais. de l'internaute. Oui, allez-y. Oui, mais j'aurais pris pour donner à des nécessiteux, ça veut dire que c'était mon argent. D'accord. Alors, c'est la forme de décaissement qui vous gêne un peu. On va poursuivre. Voilà, madame. Alors, revenons. On m'aurait écrit, cher ami, pour dire, en vertu de la loi numéro tant, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous avez satisfait à toutes les conditions, vous avez droit à 100 millions de francs CFA, j'aurais été le premier à les prendre. Très bien, revenons à l'économie nationale. En 2010, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 18 octobre exactement, vous affirmiez sur ce même plateau de la RTI, et je vous cite, « Notre situation économique est exsangue ». Fin de citation. 5 années après, votre diagnostic est-il toujours le même? Je ne suis pas celui qui nie tout, même l'évidence. Bien entendu, l'économie a frémi. Il y a eu du mouvement. Entre-temps, 25 000 milliards, sinon plus, est passé au budget qu'on a dépensé. Des ouvrages sont sortis, je l'ai dit tantôt. Au niveau infrastructure, beaucoup de choses ont été faites. L'économie a bougé, sauf que l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens n'a pas beaucoup changé. Voici mon constat. Même avec les salaires qui ont augmenté, avec un certain nombre d'initiatives, le SMIC, un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au niveau du monde rural? Oui, bien entendu. Vous savez, j'ai lancé ma campagne le lundi dernier dans les rues du Plateau
Et un frère ivoirien, Vigile, m'a approché pour me dire, Président, le SMIC, si vous êtes là, est-ce que ça va être appliqué? Ça veut dire que oui, la décision est prise, mais dans la pratique, ils sont nombreux, nos concitoyens, qui touchent encore bien en dessous du SMIC. Ceci étant, c'est une décision à saluer. Il faut regarder maintenant l'application de cette décision sur le terrain. Nous sommes d'accord là-dessus. L'augmentation des salaires, c'est une chose excellente. Mais vous êtes l'économiste et vous savez que l'augmentation va aussi avec l'inflation. Et vous comprenez aujourd'hui la cherté de la vie. Quand ces salaires ont été bloqués pour tant d'années, bien sûr, ce qui a été fait est salutaire, mais ça n'égale pas encore le niveau de l'inflation, de sorte que le niveau de vie, cher ami, n'a pas véritablement changé. Alors vous, Président, que feriez-vous pour la mise en œuvre effective ou l'application effective de l'augmentation du SMIC et surtout la maîtrise de l'inflation? Pour le SMIC, comme pour toutes ou pour beaucoup d'autres décisions, c'est le contrôle. L'État régalien doit pouvoir veiller à l'application des décisions qu'elle prend. Et là-dessus, nous devons travailler à faire intervenir des structures qui auditent derrière et périodiquement toute l'application de toutes ces décisions. Moi, je travaillerai à mettre, en tout cas en place, des structures, où je solliciterai même des structures d'envergure internationale pour nous aider à appliquer effectivement ce qui a été décidé, surtout par la loi. Au niveau de la maîtrise de l'inflation, il y a une chose. Pourquoi les coûts s'envolent? Pourquoi les prix sont inaccessibles? C'est parce que la production n'est pas suffisante. Il n'y a pas deux solutions. Il faut que nous produisions. Il faut que nous inondions nos marchés de produits. Et ce pays est un pays immensément béni de Dieu. Il n'existe pas une seule localité en Côte d'Ivoire où il n'y a pas une richesse spécifique. Il faut travailler à la production et nous maîtriserons l'inflation. Alors, nous allons revenir à la production dans la suite de cette émission. Alors, vous parlez d'inflation. Aujourd'hui, vous estimez le taux d'inflation à combien? Parce que nous sommes en économie et vous êtes candidat à la présidentielle. C'est dire que vous avez fait des études sérieuses et vous avez des chiffres assez sérieux. Aujourd'hui, vous estimez l'inflation à quel taux? Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai un certain nombre de statistiques, de chiffres face à l'électeur. Je ne suis pas venu véritablement abreuver mes concitoyens de chiffres. Je sais que depuis au moins une vingtaine d'années, dans ce pays, les salaires n'ont pas bougé. Et que ce qui coûtait il y a 20 ans 100 francs coûte aujourd'hui 300 francs. Vous voyez, je suis là dans l'ordre de quelquefois 200 à 300% d'inflation. Bien sûr, nous avons essayé, les gouvernements successifs ont essayé quelquefois de briser un peu cette inflation infernale. Mais la crise que nous avons connue nous a ramenés à là. De sorte qu'aujourd'hui, l'inflation, pour moi, est largement au-dessus du double des prix. D'accord. Alors, Konan Kwadjo-Siméon, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de réouvrir la brèche tout à l'heure, on va dire fermée entre guillemets par Sylvie. Vous parlez de production. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays à forte production vivrière, alors qu'il n'est nullement fait mention, enfin, dans ce que nous avons pu constater dans votre projet de société, de certaines précisions concernant la production vivrière en Côte d'Ivoire. Et c'est dire que durant votre quinquennat,
la Côte d'Ivoire dépendra de façon particulière de l'extérieur. Nous ne voyons pas d'aspect, nous n'avons pas encore décelé d'aspect vraiment particulier concernant les productions vivrières. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Vous n'avez pas très bien lu mon projet de société. Aussi, je crois que je m'en suis bien imprégné. D'accord. Alors, je vais vous expliquer. Peut-être que vous allez trouver la partie. Je ne dis pas exactement que nous allons produire tel, mais je dis la chose suivante. Je dis généralement, les gouvernants investissent à partir du sommet, en espérant que ça descende jusqu'à la base. Mais dans nos systèmes, vous avez bien compris que les coupeurs de route ont vite fait d'empêcher que ça arrive. J'ai dit, quand j'arrive, je vais investir à partir de la base. Donc, la masse paysanne. Et je dis, j'irai dans chaque village. Et quand j'arrive dans chaque village, dans chaque contrée, je dis, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez vous? Quelles sont les potentialités ici? On me dira, il y a du manioc. On me dira, ici, on fait de l'arachide. On me dira, là, nous avons une rivière qui peut produire donc, du poisson, donc on veut pêcher. Et nous investissons à la base, auprès des jeunes, auprès des femmes, pour produire quoi? Produire ce qu'il y a de spécifique dans ces zones. Donc du manioc, donc de l'igname, donc de la banane. Ainsi, je vais augmenter la production nationale. Alors nous reviendrons certainement sur ce que vous comptez faire pour les jeunes et les femmes, et permettez que nous puissions revenir sur un aspect, n'est-ce pas, qui a été abordé un peu plus haut, concernant bien sûr la situation économique de la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'un forum Investir en Côte d'Ivoire s'est tenu ici même, et ce forum a porté toutes ses promesses avec plus de 4 000 milliards d'intentions, ce qui est d'ailleurs à saluer. Durant votre quinquennat, à quoi doivent s'attendre les Ivoiriens pour vraiment véritablement booster l'économie ivoirienne? La Côte d'Ivoire est un pays solide, cher ami. Et dans ce pays, on a besoin d'une seule chose, de la paix. Ce que nous avons pu réaliser, ce que le chef de l'État sortant a pu réaliser, pour moi, n'est rien à côté de ce que la Côte d'Ivoire peut capter. Ce pays, les pères fondateurs, le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons l'ont doté de fondements solides. De sorte qu'il suffit tout simplement qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix, pour qu'à nos frontières, les investisseurs affluent. 4 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire vaut bien plus. C'est pour ça que nous y arriverons. Je veux faire véritablement de la réconciliation, qui est la condition de la paix, mon cheval de bataille. Et quand cette réconciliation sera une réalité, vous verrez que l'émergence, on peut même l'atteindre au bout de 5 ans. Soit. Je vous en prie. Oui. Vous savez que l'indice Mo Ibrahim situe la Côte d'Ivoire parmi des pays réformateurs, des pays qui évolue dans le sens qu'on souhaite. Quelle analyse vous en faites, vous aussi? Vous êtes d'accord? Oui, je l'ai entendu aussi par le président sortant hier. Oui, ce sont des indicateurs qui sont respectables de par le monde, et je suis fier que mon pays, la Côte d'Ivoire, puisse être ainsi noté favorablement. Mais je veux dire, les indices MO, les indices Banque mondiale, FMI, ce n'est pas ça que mon peuple, ce n'est pas ça que mon oncle au village, ma tante au village attend. C'est la matérialisation, l'amélioration concrète de ses conditions de vie dans son assiette. Voici la vérité. Vous savez, on a un taux de croissance faramineux, des plus importants au monde, mais je crois que le président de la République hier le disait avec fierté, mais il le disait aussi que ça demande maintenant d'être transféré aux citoyens, aux concitoyens. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus en direction de l'ivoirien. Je vais vous dire une chose, mon analyse et ma vision de la chose.
Vous savez, le pays, la Côte d'Ivoire, c'est d'abord une sphère géographique, un territoire, 322 000 km², mais c'est aussi une nation, donc un peuple. Quand on investit dans le pays physique, il faut investir dans le peuple, dans l'Ivoirien. C'est ce qui n'est pas suffisamment fait. Concrètement, ça signifie quoi, investir dans l'Ivoirien? Investir dans l'Ivoirien, madame, voudrait dire, par exemple, comme je le dis, de prendre sur la partie que nous investissons pour les infrastructures économiques, les ponts, les routes, d'en prendre une partie pour investir dans la santé, pour augmenter le budget de la santé, pour augmenter le budget de l'éducation nationale, pour la formation des femmes et des hommes de cette nation. Allez, comme je l'ai dit tout de suite, prendre une partie de ce budget, investir à la base, aider nos femmes à la base et ne pas attendre de façon spontanée pour poser des actions de générosité. Voici ce que j'appelle investir dans l'Ivoirien. D'accord, nous allons... Je voudrais quand même dire qu'en Côte d'Ivoire, le budget pro-pauvre, comme les institutions de Bretton Woods l'ont appelé, le budget pro-pauvre ont augmenté depuis quelques années. Quand on prend simplement l'éducation, 28% du budget à l'éducation, c'est quand même considérable. C'est quand même considérable. Et puis tout à l'heure, parlant du taux de croissance, vous avez dit qu'il est important que la population restant cela dans son panier ou bien dans sa vie quotidienne. Mais n'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire a traversé une longue crise. Et donc, il faut un temps de croissance positive pour arriver à avoir l'impact véritable de cette croissance dans la poche de chacun d'entre nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur l'économiste. Mais le super économiste qui était ici hier, avant moi, avait dit il y a 5 ans qu'en 5 ans, il améliorerait mieux et il changerait les conditions de vie des Ivoiriens. Donc en 5 ans, on pouvait bien le faire. Konan Kwadwo Siméon, il a aussi dit hier, on l'a tous écouté, et quand il faisait ses prévisions, c'était sans compter qu'il y aurait une crise. Vous êtes Ivoirien, vous avez vécu ici, c'est vrai que vous avez disparu après les élections, mais je sais que vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez connu la crise qu'on a vécue et vous savez combien de fois les crises détériorent tous les fondamentaux d'un État. C'est un processus. À vous entendre, c'est comme si rien n'avait été fait et que vous venez avec un bâton magique pour redresser la situation. Il n'y a pas de processus avec vous apparemment, c'est tout de suite et en même temps. Si telle est votre compréhension de ce que j'ai dit, vous savez que vous m'aurez mal compris, madame. Expliquez-vous pour qu'on vous comprenne mieux. Non, c'est vous qui ne me comprenez pas, les Ivoiriens me comprennent très bien. Je ne crois pas. Ce que je veux vous dire, madame, j'ai entendu le président sortant, à chaque fois qu'il était coincé par une question hier, ressasser ce que vous êtes en train de me dire. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été candidat à l'élection présidentielle 2010. Je suis donc bien placé pour vous dire que j'ai tout suivi, n'est-ce pas? Quand on dit que la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé la Côte d'Ivoire en état de déconfiture. J'ai trouvé la Côte d'Ivoire qui était quasiment en banqueroute. Mais madame, où était ce monsieur qui dit avoir trouvé la Côte d'Ivoire dans cet état? Il était où? Il est venu d'où? Alors, nous étions... vous qu'on parle aujourd'hui, vous ne répondez pas aux questions. Je suis en train Les Ivoiriens ont envie de connaître vos recettes, Kwadwo Konan Siméon. Madame, ont envie de connaître vos recettes et votre démarche pour sortir, pour faire développer le pays comme vous le prétendez. Écoutez-moi, madame, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat, il y a un président sortant qui a un bilan. Tous les candidats qui passeront ici ont un devoir de poser un diagnostic et de proposer des solutions. Si vous voulez bien, cette crise que nous avons connue ici, d'ailleurs qui dure depuis 2 décennies et plus, tous les acteurs politiques sont partie prenante. Et leur responsabilité est irrécusable, je le dis, devant la nation. Et en 2010,
il y a eu une élection à la suite de laquelle il y a eu une guerre. La Côte d'Ivoire, à ce que je sache, n'a jamais perdu ses fondamentaux. La situation, le pays en déconfiture, moi je ne l'ai pas vu. Parce que nous n'avons pas passé un seul mois sans pouvoir payer nos fonctionnaires ici. L'État n'a jamais été arrêté en Côte d'Ivoire. Je me souviens que lorsque le président Laurent Gbagbo, lui aussi, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, disait « Ah, le pays est coupé en deux », eh bien, nous étions tous à dire « Mais enfin, le pays est coupé en deux, mais le budget est quand même voté ». Donc, c'est un argument, un prétexte qui ne peut tenir. D'accord. Les Ivoiriens vous ont compris. On va poursuivre avec le volet agriculture. Juste avant le volet agriculture, moi je voudrais revenir rapidement sur un aspect des choses. Très rapidement. Alors, je voudrais me faire le porte-parole de l'Ivoirien qui est dans son village et qui a juste envie de savoir comment est-ce que vous comptez traduire cette croissance inclusive dans la poche de l'Ivoirien. Comment est-ce que vous comptez lui faire ressentir, n'est-ce pas, les aspects bénéfiques de cette évolution économique? Je construirai autrement cette croissance. Et comment? Car aujourd'hui, cette croissance est construite sur la base de l'industrie minière, pétrolière. Je vais investir dans l'industrialisation. Si la croissance que nous avions aujourd'hui était portée par l'industrialisation, c'est-à-dire par des unités, ne serait-ce que de transformation, la croissance serait dans l'assiette et dans la poche de l'Ivoirien. D'accord. Et puisque nous parlons d'industrialisation et de production, permettez-moi de rebondir sur un aspect, on parle également d'agriculture. Comment appréciez-vous l'augmentation quasi générale des prix marchands des produits agricoles décidée récemment par le gouvernement? Très bonne chose, j'attends que ce soit appliqué, puisque la décision vient d'être prise. Ok, on reste dans le secteur agricole, mais je voudrais tout juste revenir un peu sur le taux de croissance. Quels seront, selon vous, les vrais moteurs de la croissance inclusive? Ça rejoint la question qui vient de m'être posée. Je souhaite que vous soyez encore plus concis. Il faut investir, je l'ai dit, dans la transformation de nos produits agricoles. Rien que ça. Déjà ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ok, c'est votre avis. Et au niveau du financement des PME, aujourd'hui, le besoin de financement des PME est une question préoccupante. Est-ce que vous venez avec une solution, président, que vous serez si vous êtes élu? Au niveau de l'investissement des PME, donc du secteur privé, du financement du secteur privé en général, le devoir de l'État est de construire l'environnement. Et là-dessus, du travail est fait en ce moment. Il faut continuer d'assainir l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. L'assainissement de l'environnement, c'est aussi travailler à la paix. S'il y a la paix, les investisseurs viendront investir sur des pans de l'économie qui permettent de financer les PME. D'accord. Vous allez nous donner, avant la fin de cette émission, vos recettes pour la paix. Les Ivoiriens ont également des besoins d'emploi et il y en a encore beaucoup qui sont en proie à la pauvreté. À ce chapitre-là, on peut vous demander tout de suite quelle politique pour l'emploi, pour trouver ou créer des emplois pour la jeunesse ivoirienne. Je suis venu d'une réunion avec des associations de la jeunesse pour atterrir sur votre plateau. Et là-dessus, j'ai une proposition concrète. Le chômage, la question de l'emploi des jeunes ne peut être réglée que si nous donnons d'abord une bonne formation à cette jeunesse. Pour moi, c'est fondamental. J'y travaillerai. Ensuite,
Pour les jeunes qui ont fini, qui ont leur diplôme et qui cherchent de l'emploi, à quels problèmes sont-ils confrontés? On leur demande de l'expérience. Comment celui qui n'a jamais eu un premier emploi peut avoir de l'expérience? Donc là-dessus, nous voulons proposer un contrat social aux entreprises qui l'accepteraient. Ces entreprises-là, on leur ferait des aménagements fiscaux pour qu'ils acceptent donc d'embaucher ces jeunes diplômés. Alors, votre projet prévoit la création d'1,5 million emplois. Tous ces jeunes-là, c'est dans les entreprises où vous comptez les insérer? Non, madame. J'ai dit dans le domaine agricole, dans le domaine agropastoral, dans le domaine même industriel, mécanique, le tourisme, la culture. Voilà, des créneaux où je compte diriger. Alors, à la lecture de votre projet, on réalise sur la question emploi que il n'y a pas de données chiffrées. On ne sait pas. Vous proposez seulement de créer 1,5 million emplois au terme de votre quinquennat, si éventuellement vous êtes élu, mais on ne sait pas quelle proportion ira dans les différents domaines. Est-ce que vous avez fait une étude ou pas, ou vous pensez qu'il y a encore de la place dans les domaines que vous citez? Oui, absolument, madame. Nous sommes dans un pays agricole qui restera, je crois, agricole pendant encore de longues années. Et les jeunes m'ont tout de suite interpellé là-dessus. Les jeunes de 25 à 40 ans, 35 ans, ils sont environ 9 millions, ils me disaient. Et ils me disaient, vous créez pour 1,5 million et les autres 7,5 millions. Non, même les 9 millions, on aurait pu les caser. Mais je suis réaliste. Il s'agit d'un quinquennat. Et je pense que si nous arrivons à 1,5 million, plus les 2 millions que le chef de l'État sortant a déjà créés, nous serions en train de résorber véritablement ce problème. Donc, dans le domaine agricole, il y a des débouchés. Dans l'informel, donc dans les services, dans le commerce, il y a du créneau. Donc, madame, je ne fais pas... Dans le commerce, dans les services ou dans l'informel, c'est quand même surprenant, insérer des jeunes dans l'informel. Mais l'informel, c'est quoi? Oui, répondez à la question. L'informel, c'est quoi pour vous? L'informel, c'est tous ces jeunes qui se retrouvent dans des petits commerces. Donc l'auto-emploi, en fait. L'auto-emploi, n'est-ce pas? Moi, je veux encourager à la création d'emplois par les jeunes eux-mêmes, à l'entrepreneuriat des jeunes. Mais pas dans le secteur informel, sinon l'État n'en tirera pas grand profit. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein, laissez-moi répondre à cette question. Ouais. Non. Le secteur informel, c'est le secteur qui échappe, n'est-ce pas, à l'État. Et vous, Président, vous entendez laisser un secteur vous échapper? Mais il n'y a aucun pays qui réussit à maîtriser, en tout cas dans les secteurs formels organisés, il n'y a aucun pays qui élimine totalement l'informel. Mais l'informel... Et vous n'entendez rien faire pour ça, c'est encore plus grave. Mais bien entendu. Bien entendu. À vous entendre, vous voulez une politique de développement du secteur informel? Non. Le secteur informel est la partie qui n'est pas maîtrisée par l'État, mais qui nourrit les populations. Alors moi j'ai envie de savoir, quel équilibre faites-vous entre l'insertion de jeunes dans le système formel et l'incitation de jeunes à l'entrepreneuriat? Quel équilibre faites-vous? Non, c'est pas... C'est deux notions. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Vous convenez avec moi que c'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. D'accord. Et si on parlait de balance, si vous aviez à choisir en termes de positionnement pour permettre à cette jeunesse de pouvoir se prendre en chasse, pour laquelle des balances vous pencherez? Bien sûr, l'entrepreneuriat. Et quelles sont les raisons qui pourraient motiver ce choix? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans un pays où l'État
ne peut pas tout absorber, où les jeunes sont bien formés, sont qualifiés, et donc peuvent s'installer à leur propre compte. Et c'est une politique que j'encouragerai avec force. Car moi, je veux des Ivoiriens qui sont patrons. Je veux des Ivoiriens qui embauchent leurs compatriotes. Alors, les 1 500 000 emplois que vous entendez créer pour les jeunes, c'est sur 5 ans ou c'est sur 1 an? C'est sur 5 ans, je vous l'ai dit. Sur 5 ans. C'est déjà une performance. Si vous entendez développer l'auto-emploi, cela veut dire qu'il faut déjà, dans le système scolaire, inculquer l'esprit d'entreprise à ces jeunes. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du système scolaire, déjà, vous devez prévoir des choses, disons des démarches, un cursus, Absolument. des filières adaptées. Si vous allez dans mon projet de société, je dis qu'il faut redéfinir. Il faut redéfinir le rôle de l'école dans la société. Il faut retravailler sur nos matières, en tout cas sur la formation que nous donnons à nos jeunes. Car aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sortent avec des diplômes, mais qui sont totalement en inadéquation avec le marché du travail. Donc, bien entendu, pour former... reformuler sa question pour qu'on la comprenne mieux. Alors, le problème, vous voulez encourager l'auto-emploi ou inciter l'auto-emploi. On n'a pas encore perçu le comment. Vous partez d'où pour arriver où? Vous le faites comment? Oh, mais enfin, madame, vous êtes bien décidée à m'embarrasser, mais non, vous ne réussirez pas. Non, vous êtes là pour convaincre les Ivoiriens sur les recettes que vous leur apportez. Oui. Et notre rôle est de vous demander comment vous comptez le faire. C'est simplement ce qu'on fait, sans plus. Si vous lisez mon projet, je dis que nous allons faire en sorte que dans les matières que nous enseignons, ces matières insistent sur la qualification de nos étudiants, de nos apprenants, pour qu'ils s'établissent à leur propre compte en sortant. Donc le processus commence dans la formation, dans l'école. Voilà comment je pars, madame. D'accord. Et après l'école? Après l'école, il faut aider ces jeunes à s'installer. Et c'est pour ça que toujours dans mon projet, je prévois des fonds pour aider ces jeunes à s'installer. Voilà, je vous comprends mieux à présent. Après la formation, on met sur pied un fonds qui aide les jeunes à s'installer. Exactement. Merci. Merci, je voudrais madame. tout juste Kona Kwadjo Siméon, lire un peu ce que vous avez mis dans votre projet de société. Je propose la création de passerelles entre l'éducation nationale et la formation professionnelle pour permettre à cette frange d'élèves d'avoir un métier pour s'installer à leur propre compte ou se faire embaucher par les entreprises qui les intéresseraient fort de leur qualification. Ok, donc nous vous comprenons. Donc, maintenant, concernant l'emploi dans le secteur agricole, est-ce que c'est avec l'agriculture qui se fait avec de la daba que ces jeunes-là s'intéresseront au secteur agricole, ou bien vous avez une politique de mécanisation de l'agriculture qui fait date, on en parle toujours, mais ce n'est pas toujours évident. Alors avec vous, est-ce qu'on va arriver à la mécanisation agricole pour que ce soit un secteur qui attire beaucoup de jeunes? La mécanisation de l'agriculture était un rêve cher du président Félix Houphouët-Boigny. Et tous les successeurs avaient promis de relever ce défi. Ça n'a pas été fait. Sur ce plateau, le 18 octobre 2010, j'avais pris l'engagement, en rendant hommage au Père de la Nation, de faire en sorte que ce vœu cher soit réalisé quand je serai président de la République. Eh bien aujourd'hui, si nous voulons effectivement intéresser nos jeunes à l'agriculture, nous ne pouvons pas le faire avec la daba. Donc la politique de mécanisation doit être implémentée
avec les moyens de l'État, en aidant ces jeunes à s'installer dans le grand bien et dans le grand intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut mécaniser. Nous parlions à l'instant d'éducation. Permettez-moi de revenir sur cet aspect qui est fort important pour le développement d'une nation. On le sait, une nation développée repose d'abord sur son éducation. Alors, votre projet de convoquer les États généraux de l'école, justement, parlons-en. Avant d'arriver à l'éducation, permettez-moi, il y a aussi dans le chapitre qu'on va terminer tout à l'heure, le volet lutte contre la pauvreté. Et en Côte d'Ivoire et dans bien des pays africains, on a pour habitude de dire que la pauvreté a un visage féminin, pour dire que la pauvreté, ce fléau, donc frappe de plus en plus les femmes. Est-ce que vous êtes de cet avis et pour vous, cela est dû à quoi? Je suis de cet avis, c'est un constat que tout le monde fait. Cela est dû à quoi? Cela est dû, je pense, à la formation. Et je pense qu'il faut faire en sorte que la formation, d'abord l'éducation de la jeune fille, soit une priorité nationale. Que la formation, le renforcement des capacités des femmes puisse être quelque chose de perpétuel. Et c'est pour ça que dans le projet que je propose aux Ivoiriens, je propose vraiment d'aider les femmes parce que vous savez, avec les difficultés que nous avons connues, les crises que nous avons connues, le poids familial a bien souvent été supporté par la femme qui s'est démêlée corps et âme pour éviter quelquefois l'humiliation à son homme. Donc oui, il y a la formation, il y a l'éducation et je pense que la femme dont on connaît les capacités morales, spirituelles et intellectuelles sont une chance pour le monde et donc pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, je vais revenir encore à comment la formation des femmes et l'encouragement des femmes à la formation, comment vous comptez les réussir? Peut-être en créant des lycées professionnels, des lycées de jeunes filles, ou quelle sera votre solution? Sinon, vos recettes dans ce... D'abord, on parle de plus en plus d'éducation pour tous. Il faut déjà veiller à ce que la petite fille soit scolarisée. Ainsi, nous commençons par mettre la femme sur la route de son émancipation pour concurrencer tout le monde, les hommes, partout. La formation pour celles qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. L'alphabétisation. C'est un programme qu'il faut intensifier, qu'il faut continuer. Celles qui peuvent faire du commerce, le renforcement de leurs capacités. Il faut créer des séminaires, les encadrer. Ainsi, je pense qu'on peut leur donner des capacités de se défendre. D'accord. Alors, ça me donne l'occasion de poser une autre question sur, puisqu'on parle du genre, la Côte d'Ivoire est partie prenante donc, de plusieurs accords et protocoles recommandant l'égalité homme-femme, notamment dans les instances de décision. Et vous, Président, au soir du 25 octobre, quel acte fort poserez-vous pour respecter cette signature de la Côte d'Ivoire ou vous la remettrez en cause? Non, je ne la remettrai pas en cause. Alors, quel acte fort poserez-vous alors? J'ai commencé par poser déjà l'acte avant même d'être là. C'est lequel? Je suis l'un des candidats qui a pour directeur de campagne une femme. Très bien. Eh bien, moi, quand je suis président de la République, vous constaterez que dans mon gouvernement, je viserai la parité. Donc, autant de femmes que d'hommes. Je viserai la parité. Je dis bien, je viserai la parité. Il avait été conseillé qu'on arrive à un tiers, à 30%. Les protocoles ont passé la parité, on est maintenant à l'égalité. Voilà, donc pour vous dire que déjà les 30% n'ont pas été respectés, mais moi je vous garantis, et je n'ai pas eu l'occasion d'honorer mon
mon rendez-vous avec les femmes de Côte d'Ivoire pour raison de calendrier, eh bien, je vous le dis, sur ce plateau, je viserai la parité. Il faut le faire parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une quelconque discrimination dans ce domaine. Les femmes sont tout aussi capables, sont tout aussi talentueuses et compétentes que les hommes. Alors, permettez-moi d'insister sur cette question. Parité, c'est différent d'égalité. Vous n'êtes pas pour l'égalité? Je ne suis pas pour l'égalité. L'équité me paraît plus juste. Donc, le candidat, sinon le président, Konan Kwadwo-Siméon, n'est pas prêt, on va le dire comme ça, à avoir dans son gouvernement autant de femmes que d'hommes. C'est différent. Pour moi, on est sorti de ce débat. Le débat, j'ai dit, je suis pour la parité. Là, vous m'avez parlé d'égalité, n'est-ce pas? Oui, c'est cela l'égalité, autant de femmes que d'hommes. Alors nous sommes d'accord là-dessus. Je ne recule pas là-dessus. J'ai pris l'engagement devant la nation. Que vous êtes pour la parité et non pour l'égalité. Je suis pour la parité. D'accord. Les femmes de Côte d'Ivoire vous écoutent et voilà. Allez-y. Votre stratégie, si l'on se réfère à votre projet de société, sera de mettre sur pied un fonds spécial de soutien aux femmes. Quelle sera la spécificité de ce fonds par rapport à ce qui existe déjà? Oui, il existe tellement de fonds. Et justement, je veux mettre un terme à cela. Cette tradition qui fait que chaque président arrive avec ses fonds et part avec ses fonds. Moi, je veux qu'on institutionnalise les choses. Je veux que l'Assemblée nationale étudie la façon de manifester la solidarité de l'État à la femme. Pour le grand bien de l'État, pour ce que la femme représente, pour la cellule familiale, pour nos enfants. Je veux que ce soit institutionnalisé. Je vais donc proposer à l'Assemblée nationale de voter une loi pour. Voici la différence. Alors vous proposez donc deux fonds, un fonds pour la femme rurale également? Bien sûr. D'accord. Un fonds pour la femme rurale et un fonds pour la femme urbaine. D'accord. Expliquez-nous mieux ces mécanismes. Comment ça va fonctionner, ces fonds? Les femmes rurales sont celles qui sont dans nos villages, dans nos campagnes, et elles sont confrontées à de simples problèmes de démarrage d'activité, le démarrage même d'un champ. Je veux que ce fonds-là puisse être comme un fonds de garantie auprès d'une banque, qu'une femme ivoirienne qui veut créer un champ, qui veut faire un petit commerce, qui veut faire son attiéké, puisse, parce qu'elle aura été formée au b.a.-ba, à des notions minimales de gestion, puisse faire un petit projet, présenter à cette banque qu'elle est un fonds pour travailler, et je pense qu'il faut aussi rembourser. Tant que nous ferons des dons, nous n'apprendrons pas à pêcher. Moi, je veux apprendre à pêcher. Je veux mobiliser les ressources de l'État pour constituer des fonds de garantie, permettre à ces femmes d'avoir le crédit nécessaire, mais il faut que ce soit du revolving, il faut que ça tourne pour que d'autres puissent en profiter. Ce n'est pas différent de ce qui existe en ce moment? Je n'en ai pas une connaissance exacte. D'accord. Oui, allez-y. Après donc le respect des questions consacrées au genre, permettez-moi de revenir à l'éducation qui pour moi est véritablement une question cruciale. Alors je disais que dans votre projet de société, vous décrivez, sinon vous dénoncez le laxisme, la médiocrité, la tricherie, autant de mots qui minent l'éducation en Côte d'Ivoire. Alors quels sont vos moyens, vos ressources pour lutter contre ces géants qui perturbent l'école ivoirienne? Encore une fois, l'éducation, la formation. L'éducation à la base. Vous verrez que
je propose qu'on revienne, en tout cas qu'on en revienne à l'éducation civique, à l'inculcation des valeurs morales et éthiques, les valeurs de respect de l'autorité, les valeurs de respect de la chose publique, les valeurs de respect du droit d'aînesse. Je pense que c'est dans la mentalité qu'il faut travailler. L'éducation civique n'est-elle pas déjà pratiquée dans les écoles? C'est une question. Hein, c'est une question, à ma connaissance, elle n'est pas généralisée. Et comment comptez-vous la vulgariser, cette éducation? Il faut la vulgariser, il faut l'instituer dans les matières et il faut veiller à ce que ce soit fait dans le temps qu'il faut pour que ces jeunes soient bien imprégnés, soient demain des hommes respectueux de tout cela. Elle n'est pas vulgarisée, ça veut dire quoi concrètement? Parce que l'éducation civique fait partie des curricula dans le système éducatif. Oui, tout à fait. Vulgariser consisterait en quoi? Pas suffisamment à mon goût, c'est-à-dire il faut non seulement faire en sorte que le temps, n'est-ce pas, les horaires consacrés à cela soient multipliés au moins par 2. Et il faut faire en sorte également que nous puissions l'étendre au-delà du niveau actuel. Parce que cette éducation-là, nous en avons besoin même à l'université, même au supérieur. D'accord. Ok. Toujours dans le domaine de l'éducation, je ne reviens pas à la question à laquelle vous avez déjà répondu. Vous voulez instaurer un partenariat entre certaines filières de formation pratique dans nos universités, c'est ce que vous avez écrit dans vos projets de société, et des entreprises, y compris des structures bancaires. Quelles en sont les motivations et comment cette espèce de tutorat va concrètement se réaliser, j'allais dire? Nous savons qu'il y a des structures, des sociétés spécialisées dans des domaines, par exemple la communication, dans la banque, même des cabinets importants d'avocats. Ils sont demandeurs d'étudiants sortant de nos différentes universités. Ce que je propose là, c'est que pour le financement des études des étudiants, nous puissions avoir ce partenariat qui permette à une banque de dire, bon, moi, j'aurais besoin, dans 2 ans, de, par exemple, 50 élèves gestionnaires, et donc, je serai prêt à aider au financement de ces étudiants. Et nous ferions en sorte que ces étudiants, une fois formés, soient donc à la disposition de ces structures. Voilà ce que j'entends par ce partenariat. C'est un projet qui devrait tenir sur tout le long de votre quinquennat? Qui devrait tenir non seulement sur tout le long de mon quinquennat, mais par la suite, avec celui qui viendra. Donc vous vous engagez donc à mettre des balises pour que ce projet, si jamais vous veniez à être élu président de la République, à mettre des balises pour que ce projet soit véritablement instauré? Absolument. Est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement décidées par l'État pour accompagner justement ces entreprises, les encourager à assurer ce... Absolument, ça rentre dans ce que j'ai appelé mon contrat social avec les opérateurs économiques, avec les entreprises. Il y aura certainement une contribution de l'État en termes d'aménagement, d'allègement de certaines tasses. Quelle place attendez-vous accorder à la recherche, puisque vous voulez promouvoir le prix de la recherche, revaloriser le prix de la recherche? Une place importante, c'est aussi écrit dans mon projet de société. Oui, c'est pourquoi je vous pose la question justement. Une place importante parce que aujourd'hui, dans le concert des nations, la recherche, les découvertes permettent de propulser toutes les nations. Nous sommes un pays agricole et nous avons à travailler sur la recherche, et c'est déjà très bien fait par l'Institut de recherche ici, la CNRA, pour que nous puissions booster
par exemple, dans l'agriculture, le cacao, moi, je veux qu'on mette le cap sur 2 fois plus de production. Je veux doubler la production cacaoyère sur 10 ans maximum. Je veux même tripler cela. Nous pouvons le faire. Donc, la recherche est extrêmement importante et c'est pour cela, d'ailleurs, que là aussi, des prix existent, mais quand les recherches sont faites, les découvertes sont faites, je suis choqué que ces découvertes ne soient pas célébrées. Il faut les célébrer, il faut donner un prix à ceux qui trouvent, de façon à encourager les autres de faire autant. Alors, au-delà de l'instruction civique, qui sera certainement renforcée si jamais vous veniez être élu président de la République, vous dites également dans votre projet de société que vous allez restaurer l'autorité du maître. Alors, on aimerait bien savoir de quoi il en retourne. Oui, l'autorité du maître... dans une école où le maître était rudoyé par ses élèves, vous avez des solutions, des propositions C'est un drame. Pour le réhabiliter? C'est un drame. Le maître, je ne suis pas très âgé, mais à notre temps, le maître, quand on le voyait dans le village, on courait pour aller dire « Bonjour monsieur ». Si vous étiez en train de faire quelque chose de répréhensible, vous disparaissiez de sa vue. Aujourd'hui, le maître n'a aucune autorité, même aucun respect. Je veux qu'on en revienne à ces valeurs. Ce sont des choses importantes. Les apprenants doivent avoir du respect pour ceux qui dispensent le savoir. Et je ferai en sorte que la mentalité évolue de ce point de vue. Et nous pouvons le faire. D'accord. Konan Kwadjo Siméon, vous êtes pour l'école obligatoire, aussi pour l'école gratuite. Vous envisagez dans votre projet de société d'ailleurs des mesures concrètes pour en arriver là, à l'école gratuite et à l'école obligatoire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces mesures-là? D'abord, l'école pour tous et l'école obligatoire. Je veux faire là une clarification. Allez-y. Quand on dit école obligatoire, c'est une recommandation, c'est une injonction que l'État veut bien faire. Mais pour que nous puissions mettre en place éventuellement des mesures de coercition pour les parents qui ne seraient pas respectueux de cette mesure, l'État a l'obligation de remplir les conditions qui permettent de mettre tout le monde à l'école. Donc la mesure que nous devons mettre, c'est de multiplier, encore une fois. De ce point de vue, du travail est fait. Il faut continuer de multiplier, de mettre à disposition de ses parents au moins les classes. Nous avons beaucoup à faire de ce point de vue. Je travaillerai à renforcer, dans le sens qui est déjà bien imprimé, la mise à disposition des classes. D'accord. Alors, l'école avec vous sera obligatoire et gratuite jusqu'à quel âge ou jusqu'à quel niveau? Ce qui serait intéressant de faire, ce serait d'aller jusqu'au secondaire. Mais la Côte d'Ivoire a ses réalités et je pense que si on arrive à le faire jusqu'en classe de CM2, ça sera déjà une contribution importante. D'accord. Comment allez-vous motiver les enseignants du primaire à aller jusqu'à dans les hameaux pour donner cet enseignement à nos enfants? Parce que c'est souvent qu'ils préfèrent rester dans les villes. Oui, je veux rendre hommage à tous les enseignants, à tous ces femmes et ces hommes qui, dans des conditions extrêmement difficiles, j'en sais quelque chose, se dépensent pour dispenser le savoir à nos enfants. L'État restera toujours reconnaissant et regardant sur les conditions, en tout cas matérielles, de travail et autres. Mais nous ne pourrons pas faire autrement. La Côte d'Ivoire est un tout et il n'y a pas pour moi de lieu
reculer par rapport à quel point. Nous devrions encourager tous les fonctionnaires qui sont affectés à quelque lieu que ce soit d'y aller avec fierté. Alors, on parle toujours d'éducation, hein, bien sûr, et cette fois-ci de technologie de l'information, de la communication, l'éthique. Quels sont vos rapports avec l'éthique et quelle place ceux-ci tiennent dans votre projet de société? Bien sûr, dans une société ivoirienne si juvénile, nous avons dit plus de 70% de jeunes, le TIC ne peut pas ne pas figurer en bonne place dans le projet de société du candidat de 51 ans que je suis. Moi-même, je suis très internaute. Je lis mes journaux sur le net. J'essaie d'animer comme je peux ma page Facebook. Oui, il faut aujourd'hui encourager cela. Et une chose précise que je compte faire dans ce domaine, c'est faire en sorte de vulgariser en abaissant là aussi un peu les taxes de façon à ce que le commun des Ivoiriens puisse s'acheter du matériel pour donc pouvoir se connecter. Alors on a pu observer également une utilisation que cette population juvénile faisait des TIC, une utilisation assez, un peu délicate. Voilà. Et comment vous comptez, n'est-ce pas, résorber ce problème-là avec, on le sait, hein, les phénomènes de broutage, entre guillemets, de cybercriminalité, entre guillemets. Voilà. Comment est-ce que vous comptez, n'est-ce pas, appréhender tous ces problèmes et y apporter quelques solutions? Il faut sévir. Il n'y a pas deux façons, il faut sévir. Ça fait partie des questions comme la corruption. Et là-dessus, président de la République, je serai sans état d'âme. Ça sera tolérance zéro. D'accord. On peut passer au chapitre santé? Oui, c'est justement à ce chapitre-là que je vais m'attaquer. Konan Kwadjo Siméon, le penseur l'a dit, il n'y a de ressources que d'hommes. Mais il faut encore que ces hommes soient en bonne santé. Dans votre projet de société, vous voulez rapprocher les structures sanitaires des populations, inciter les populations par des dispositions rassurantes à aller dans ces structures sanitaires. Alors, j'ai envie de vous demander quelles sont ces dispositions qui seront rassurantes. Je suis d'accord avec vous que la santé est importante, éminemment importante, et que la force d'une nation dépend de la qualité de ses hommes et de ses femmes. Et sur la question de santé, il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes un pays qui est en train de se développer et nous n'avons pas suffisamment de structures de santé pour que nos concitoyens puissent aller se soigner. Il faut continuer de construire des centres de santé. Quand je parle de dispositions rassurantes, c'est déjà par rapport à ce qui existe. Vous savez, nous avons des centres de santé qui ne sont pas du tout fréquentés. Qui ne sont pas du tout fréquentés parce que ces centres ne sont pas suffisamment, n'offrent pas les soins de qualité suffisante pour intéresser les populations. Et à quoi devrait-on s'attendre avec vous, élu comme président? Mais avec moi, il faudra s'attendre à ce que quand il y a un centre de santé, il y ait de l'équipement minimum, qu'il y ait un suivi pour qu'il y ait toujours le minimum de médicaments pour traiter les gens. Ce n'est pas toujours le cas dans certains centres. Alors, aujourd'hui, il est question de couverture maladie universelle, la CMU. Après l'assurance maladie universelle, avec vous, à quoi doivent s'attendre les Ivoiriens? Ils aimeraient bien savoir. Ces différentes propositions qui sont faites par les gouvernements successifs montrent qu'il y a un besoin. C'est ça, la constance. Montre qu'il y a un besoin d'assurance universelle, d'assurance pour tous les Ivoiriens. C'est ça la mutualisation. C'est ça la solidarité. Et c'est un rôle, c'est une fonction importante de l'État. Faire en sorte que ceux qui ont un peu puissent aider
à soigner ceux qui n'ont pas. D'accord, donc on aimerait bien savoir si l'assurance maladie universelle gardera son nom et restera propre dans son contenu, ou elle changera de dénomination et deviendra un autre système, prendra le nom, une appellation tout autre. Ce n'est pas le nom qui importe. Bien sûr, c'est le contenu. C'est le contenu qui importe. Et donc, en arrivant, vous savez, quand on est en dehors du pouvoir, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Quand on y est, il y a la réalité, il y a les constats, il y a les documents. Dans le principe, mettre en place une assurance universelle est pour moi une bonne chose et j'y souscris. Et comment la Le faire nom, fonctionner? justement, Ah oui, c'est là, c'est de cela qu'il s'agit. c'est là la question. Comment la faire fonctionner dans un pays avec tant d'inégalités où plus de la moitié de la population touche à peine ou gagne à peine 500 francs, c'est difficile. Mais c'est là où l'État devra, je pense, sponsoriser. Je crois que ce qui est proposé aujourd'hui va dans le bon sens. Et il faut continuer de sensibiliser, d'exhorter et de faire en sorte que cette assurance-là commence par démarrer. Bien sûr, on ne peut pas lui imputer un caractère obligatoire, car là aussi, il est loisible à chaque Ivoirien de s'y inscrire ou pas. Et pourtant, pour le besoin de santé de tous, il faut arriver à convaincre, à persuader chacun des Ivoiriens qu'il faut le faire. Ceux qui ne pourront pas le faire, c'est le rôle de l'État de les sponsoriser, de sorte à ce que tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, quelle que soit sa condition sociale, puissent bénéficier de cette assurance. Très bien. Donc, on a une dernière question en santé. La dernière question. Oui, à Konan Kwadjo Siméon, qui aspire justement à être président. Avoir un emploi, c'est une bonne chose. Être en bonne santé en est une autre. Mais avoir ces deux éléments et ne pas être logé, ne pas savoir où dormir, est un autre problème. Alors, les besoins en logement en Côte d'Ivoire sont estimés à 65 000 logements par an et en cumulé 600 000 logements. Qu'entendez-vous faire face à cette crise des logements si vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire? C'est effectivement un problème crucial, le logement. D'abord, il y a les coûts des logements qui sont exorbitants en Côte d'Ivoire. Et pourquoi ces coûts sont exorbitants? Eh bien, c'est parce que les intrants, les matériaux et autres coûtent cher. Tout ce que l'État peut faire là-dessus, c'est d'agir sur la partie qui lui revient, en faisant en sorte que les coûts baissent à ce niveau. Il y a également le terrain, qui dans la plupart des cas appartient d'abord aux villageois, avant d'être reversé éventuellement dans la propriété de l'État. Il faut que nous arrivions, que l'État arrive à faire baisser ce coût en cédant une partie de sa quote-part. Enfin, je pense qu'il faut revenir aux sociétés d'antan. L'État doit s'investir aux côtés du privé dans la réalisation de ces logements, car c'est un problème social. Oui, c'est pourquoi il y a le programme de logements sociaux qui existe. Oui, moi je vais parler des sociétés de type Sogefia, Sikoji. Si beaucoup d'Ivoiriens en Abidjan ont un toit, c'est grâce à ces sociétés. Je pense que nous devons... il n'y a pas de mal à revenir à ce qui a été bien et bien fait. Ces sociétés, à ce que je sache, ont été
privatisés ou souvent démantelés tout simplement par mauvaise gestion. Ce qui m'étonne en Côte d'Ivoire, c'est que quand il y a mauvaise gestion, au lieu d'enlever celui qui gère mal, c'est plutôt la société qu'on supprime. Donc je pense qu'il faut revenir là. C'est un problème de corruption là, que vous soulevez de façon C'est un problème de corruption. Votre regard sur la corruption? Sur la corruption? Oui, entre guillemets. C'est une plaie. C'est peut-être la plaie la plus purulente que nous puissions connaître. En tout cas, c'est dans le monde, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Il faut que nous luttions sans état d'âme, là aussi, faire en sorte que soit puni tout acte de corruption. C'est-à-dire le corrupteur, parce que s'il y a corrompu, c'est parce qu'il y a aussi corrupteur. Et vos moyens pour lutter contre la corruption, au-delà de... Toujours le contrôle. Je compte faire appel à des structures, pas parce que des structures sur le plan local ne sont pas crédibles. Là-dessus, la peur du gendarme est une bonne recette. Et je compte faire appel à des structures d'audit pour ce qui concerne en tout cas les services de l'État. Des structures d'audit de type, je n'ai pas cité des noms ici. Mais il y a quand même l'inspection d'État qui fait ce travail. Oui, j'ai toute confiance, mais il est toujours bon de renforcer. Oui, mais force est de constater que certaines institutions existent déjà, notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui travaille, n'est-ce pas, à la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les voyants, avec votre permission, hein, sont au vert. On peut quand même essayer de le dire ou de tendre de le dire. Alors, vous, élu président, est-ce qu'on aura un autre organe pour permettre, n'est-ce pas, de lutter contre ce fléau que vous avez vous-même décrit? La mise sur pied d'un autre organe pour accompagner cet organe, ou vous procéderez tout simplement à la mise sur pied d'un autre organe, tout simplement? Non, j'ai prévu, vous le lirez aussi dans mon... J'ai prévu de mettre en place un pool d'experts pluridimensionnels pour non seulement réfléchir à des questions pointues, constituer un cadre de référence pour l'action gouvernementale, mais également une structure spéciale d'audit, en tout cas à côté des services qui existent déjà. Ça sera une structure à la présidente de la République pour essayer de double-checking, tu vois, comme on le dirait en anglais, pour recontrôler par derrière tout le travail qui serait fait par les institutions. D'accord, nous allons donc aborder le dernier thème de cette émission, et d'ailleurs c'est votre sujet de prédilection, la réconciliation. La première question, vous présentez déjà comme le neutre réconciliateur, c'est comme ça qu'on vous appelle. Alors expliquez-nous pourquoi vous vous présentez comme tel. Madame, depuis un quart de siècle, notre pays s'est engagé dans un processus qui nous a conduit de guéguerre entre les leaders politiques à une véritable guerre. Et depuis toutes ces longues années de crise, les affrontements, les tueries ont amené ces différents camps, ces différents leaders à un point de non-retour. Nous étions arrivés en 2010 à une situation où nous savions, et je l'ai dit, j'aurais préféré infiniment ne pas avoir eu raison. J'avais dit, si, en allant à cette élection, si Laurent Gbagbo gagnait cette élection, nous ne ferions pas l'économie d'un affrontement. Si Alassane Ouattara gagnait cette élection, nous ne ferions pas l'économie d'un affrontement. Si Henri Konan Bédié gagnait cette élection, nous ne ferions pas l'économie d'un affrontement. Pourquoi? Parce que ces frères, dans leur volonté de gouverner, sont arrivés à un moment donné à une haine viscérale entre eux. Et mon principe, c'est que, madame, quand deux se battent,
l'œuvre de réconciliation incombe toujours à une tierce personne. J'ai estimé qu'à ce niveau donc, de la situation, il fallait un sang neuf. Il fallait quelqu'un à équidistance de ces différents leaders, quelqu'un suffisamment en retrait de ces querelles de clochers pour venir rassembler les Ivoiriens, réconcilier les Ivoiriens, solder le lourd contentieux de toutes ces années d'hostilité afin que la Côte d'Ivoire puisse repartir de plus belle vers son destin, qui est un destin de prospérité, de partage et d'hospitalité. D'accord. Alors, allez-y. Et vous vous positionnez comme ce neutre réconciliateur. Je le suis. 5 ans après, 2010. 5 ans après, et aujourd'hui plus qu'hier, je le suis. Si je suis des 14 candidats de l'élection 2010, hormis le président sortant, qui est candidat parce qu'il défend son bilan, des 13 autres, si je suis le seul à être à nouveau candidat, c'est parce que entre les deux tours, souvenez-vous, Madame a rappelé, j'ai eu moins d'1%, mais ces moins d'1% m'ont donné à être 7e sur 14, quand même. Qu'entre les deux tours, j'ai été approché par l'un et par l'autre, que j'ai expliqué poliment à l'un et à l'autre de bien vouloir accepter de me laisser dans ma position de neutralité. Au président Laurent Gbagbo, j'ai ajouté, ainsi, Monsieur le Président, je serai plus utile demain à la Côte d'Ivoire et je vous serai plus utile. Je ne sais pas si c'était une parole prémonitoire ou prophétique, mais aujourd'hui, vous en jugerez. Dans tous les cas, vous l'avez dit, hein, c'est un appel que vous avez reçu, un appel de l'esprit. Donc, on peut vous concéder cette prophétie. Merci. Et on espère bien que vous serez président au soir du 25 octobre. Vous pensez que pour réconcilier les Ivoiriens, c'est seulement au poste de président de la République que vous pouvez le faire, c'est bien cela? Oui, madame. Expliquez-nous pourquoi. Mon intrusion sur la scène politique ivoirienne a une histoire. Quand j'ai eu cette terrible vision de l'horizon difficile de la Côte d'Ivoire, j'ai rédigé, sur la base de cette vision, un document qui était intitulé « Pardon, réconciliation et paix en Côte d'Ivoire ». J'ai brandi ce document sur ce plateau en 2010. Et ce document, j'ai parcouru tous les partis politiques. Il n'y a pas un seul leader politique en Côte d'Ivoire qui n'ait pas été visité pour dire attention, ce qui arrive est grave, voilà ce qu'il faut faire. Les chancelleries accréditées en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule qui n'ait été visitée au moins par 2 fois. Ayant fait tout ce tour et n'ayant eu d'oreilles attentives, j'ai interrogé et j'ai eu cette précision. J'ai compris que c'était à moi d'aller au-devant du peuple et de mettre en exécution cette recette. D'accord. Alors, vous avez dit dans votre projet de société qu'aujourd'hui, les peuples se regardent en chien de faïence en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je veux bien savoir, vous parlez certainement des communautés. De quelles communautés, ou si c'est des peuples, de quel peuple s'agit-il en ce moment? Et puis, quels sont les actes ou les faits qui étayent votre affirmation? Oh, madame, moi, je suis dans le petit peuple. Je suis en campagne tout le temps. Et je regarde les Ivoiriens. Je n'ai pas 80 ans, c'est vrai. Mais j'ai vu les Ivoiriens faire avant 90. Je ne les vois pas faire la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé de 90 à aujourd'hui? La méfiance, la politique est passée par là. Aujourd'hui, Madame, mémoire de notre jeune nation,
vous, journalistes qui investiguez, vous voyez très bien que aujourd'hui, les conflits intercommunautaires ne sont pas rares. C'est très rapidement qu'une simple dispute entre deux enfants dégénère en affrontement. Et c'est légion, dans nos différentes communautés en tout cas. Les questions de foncier rural, c'est une bombe sur laquelle nous sommes assis. Les uns estiment avoir été dépossédés de leurs terres et c'est une réalité. Tout cela fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent bien en chien de faïence et la méfiance est de mise. Et quel est votre panacée quel est justement votre panacée pour briser ce champ de méfiance? Quel est votre panacée? Pour briser cette méfiance, il faut réconcilier les Ivoiriens. Comment, me diriez-vous? C'est ce que j'allais vous dire. La réconciliation nationale, pour la raison que je viens d'expliquer, doit être d'abord renvoyée à une poche neutre. Aucun protagoniste de la crise ne pourra réussir la réconciliation nationale. Je veux renvoyer, dès que je suis président de la République, une des premières décisions que je prends, c'est de renvoyer la réconciliation nationale entre les mains de ce que je considère comme une poche de moralité, les chefs traditionnels et les chefs religieux. Deuxième élément, je prendrai des mesures à faire baisser la tension. Lesquelles? Les premières mesures que je prendrai, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens qui se retrouvent aujourd'hui en dehors de la Côte d'Ivoire et qui préfèrent les conditions difficiles d'exil à leur propre rentrée au pays, parce que craignant pour leur propre vie ou simplement d'être jetés en prison, eh bien, j'appellerai tous ces frères et sœurs à rentrer immédiatement en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de savoir quelle sera la méthode à utiliser avec les chefs traditionnels, les chefs religieux, parce que ceux-ci ont été à plusieurs reprises impliqués dans des solutions, des tentatives de solutions pour aider à la réconciliation. Quelle sera votre méthode? Alors, je précise que je ne parle pas simplement d'implication. C'est bien joué de prendre, de mettre une commission et puis saupoudrer de 3 à 4 chefs traditionnels pour dire on a mis les chefs traditionnels à contribution. Je dis, je vais renvoyer la réconciliation nationale entre les mains des chefs traditionnels et des chefs religieux. Ils en auront toute la responsabilité. Ils auront pour tâche de parcourir la Côte d'Ivoire pour panser les plaies et les meurtrissures des cœurs qui sont encore vivaces. Apporter le pardon de la nation, parce que dans cette affaire de pardon, il y a la défaillance de l'État qui a créé ce que nous avons connu. L'État aussi doit demander pardon. Il y a également à faire en sorte, parce que l'indemnisation, le pécunier, l'argent qu'on donnera, c'est une bonne chose, mais ça ne fera jamais revenir l'être cher qu'on a perdu. Donc, il y a une approche psychologique, morale, sociale, qui permet de pardonner. Et pour dire comme Houphouët-Boigny, il faut même aller jusqu'à demander l'oubli. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. C'est cela qu'il faut faire. Car en réalité, le réconciliateur en chef, c'est le président de la République, détenteur exclusif du pouvoir exécutif. C'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui peut mettre en mission avec les moyens conséquents. C'est ce que je ferai pour la réconciliation nationale. Vous avez dans votre intervention brossé un petit aspect concernant l'indemnisation des victimes, concernant bien sûr cette indemnisation qui se fait en ce moment. Je voudrais vous demander de revenir sur, n'est-ce pas, ce processus engagé afin de permettre aux familles de se sentir soutenues. Votre appréciation de ce processus qui est très important également, le soutien psychologique et également financier qui permet peut-être, pourquoi pas, à ces familles de se sentir soutenues. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais savez-vous, avec tout ce qu'il y a eu 3000 morts. Ça, c'est
le chiffre officiel que nous connaissons. Mais vous savez, vous et moi, que c'est bien plus. Mais il n'y a pas que la crise qu'il y a eu en 2010. Il y a que les crises ont commencé depuis bien longtemps. Situons-nous, si vous voulez, depuis 2002. C'est toute cette période qu'il faut prendre en compte si nous voulons être justes. Et donc, il faut identifier de façon plus objective ce fichier, toutes ces personnes qui ont été victimes. Et c'est pour ça que je pense que l'argent ne réglera pas le problème. La Côte d'Ivoire n'aura pas suffisamment d'argent pour indemniser chaque victime. D'accord. Le processus, je veux juste préciser avant de poursuivre que le processus en cours ne prend pas que les victimes de la crise de 2010. Il remonte un peu plus haut. Moi, je vais revenir à... Jusqu'en 2002? Moi, je vais revenir... Il remonte en tout cas très haut. Jusqu'à 2002? Il remonte à très haut. Une date? 2002? Il peut prendre en compte les victimes de 2002. Ah, il peut. On a demandé à tout le monde de s'inscrire. Qu'on arrive à demander à toutes les victimes de s'inscrire sur les fichiers, de se faire identifier. Très bien. Et le processus se poursuit. Voilà, les tournées d'indemnisation ont commencé, mais le processus d'inscription sur les fichiers se poursuit. C'est important de le signaler. Moi, je vais revenir sur votre démarche, pour réconcilier les Ivoiriens. Vous parlez de confier la question aux chefs traditionnels. Et dans votre développement, vous n'avez pas manqué de souligner les conflits intercommunautaires qui sont légion selon vous, qui sont ceux qui sont à la tête des communautés. C'est bien les chefs traditionnels. Pourtant, vous avez également dit qu'on ne peut confier la question de la réconciliation aux belligérants. Oui, non, ce n'est pas parce qu'un chef est à la tête de la communauté qu'il est belligérant. C'est les communautés qui s'affrontent. Alors, quelle est donc l'autorité de ce chef-là s'il n'a pas de même main sur sa communauté? Non, madame, ce n'est pas parce qu'il y a une guerre dans le pays que le président de la République n'a pas d'autorité sur ses populations. Ce n'est pas la même chose. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que l'autorité du chef traditionnel, c'est une légitimité sociale. Il est reconnu comme tel par les siens. Et vous ne pouvez pas aller dans un village parler de réconciliation si vous ne passez pas par les autorités du village que sont les chefs traditionnels. C'est pour ça. Mais là où nous arrivons, que le chef du village se trouve belligérant, dans le respect de cette sagesse dont je vous ai parlé, le fait qu'on ne peut être juge et partie, bien entendu, d'autres chefs se chargeront de la conciliation. Donc c'est extrêmement important parce que nous avons plus de 12 000 villages en Côte d'Ivoire, combien de campements. Si nous voulons vraiment toucher toutes les populations qui ont quelque chose à dire, qui ont des sujets à dire par rapport à cette crise qu'il y a eu, il faut que nous soyons plus proches d'eux. Et nous ne pouvons pas être plus proches d'eux sans passer par les chefs traditionnels. Alors, est-ce que l'organisation des chefs traditionnels avec le nouveau statut qui vient d'être adopté par le gouvernement n'est pas une amorce de la solution que vous envisagez? Oui, dans le principe, ça aurait pu. Vous savez, encore une fois, lisez mon projet de société, celui que vous avez n'a pas changé fondamentalement par rapport à celui de 2010. C'est moi qui ai proposé qu'il y ait un statut de la chefferie traditionnelle. C'est moi qui travaille depuis 15 ans, depuis le 21 février 2001, date de cette fameuse révélation. Car je savais que c'était ces chefs et ces chefs religieux qui pouvaient réconcilier les Ivoiriens. C'est moi qui ai approché les chefs traditionnels. À l'époque, ils étaient dans plusieurs associations. 2 grandes associations, l'une du Nord, l'autre du Sud. Et la partition que nous avons connue quelques années plus tard était déjà manifeste dans les organisations de chefferie traditionnelle. Puisque l'organisation du Nord recrutait qu'au Nord
et du Sud recruteur. C'est moi qui ai proposé l'unification de ces deux entités pour donner le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et donc, quand le chef de l'État décide de donner effectivement ce statut, j'applaudis des 10 mains. Mais il ne faut pas en user pour une cause politique. Il faut que cette institution soit une institution impartiale, une institution de recours, une institution de consultation, de conseil. C'est en tout cas l'objectif que j'ai assigné à une telle institution, une telle démarche dans mon programme de gouvernement. Et c'est l'usage que vous en ferez une fois élu président de la C'est République. l'usage que j'en ferai une fois élu. Je n'en ferai pas, excusez-moi, une structure de campagne pour moi. Très bien. Nous avons longuement discuté, mais je voudrais que vous donniez votre appréciation sur la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Moi-même, je suis bien placé pour vous le dire. En un an, j'ai été agressé 3 fois. 3 fois. Dans la démocratie, dans les pays très avancés, il y a aussi des agressions. Oui, d'accord, mais quand une seule personne est agressée 3 fois, avouons que c'est quand même, pour un pays qui est censé avoir le niveau de sécurité de Genève et de New York. Vous n'avez pas confiance aux indices qui sont avancés, c'est bien cela? Pas du tout. Ce sont des indices pour moi qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Nous sommes dans un pays où vous connaissez le phénomène des microbes, où vous connaissez le phénomène des coupeurs de route. On ne peut pas se permettre de voyager à une certaine heure dans une partie du pays. À l'instant même où je vous parle, mes représentants, mes responsables de campagne ont été agressés dans un village de l'Ouest actuellement. Nous avons informé la gendarmerie du coin. Ils n'ont pas réagi jusqu'à ce que je monte sur ce plateau. Alors, la sécurité. Moi-même, le jour de l'ouverture de la campagne, mes activités de déploiement de mes affiches ont été arrêtées. Et c'est pour ça que je n'ai pu lancer ma campagne. Alors justement, que faut-il faire pour améliorer la situation sécuritaire? Eh bien, il faut revenir à un système de sécurité plus professionnel. Avec la situation que nous avons connue en avril, mars-avril 2010, les armes prolifèrent partout. Le désarmement n'a pas été un succès, je suis au regret de le dire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des pays du monde où circulent plus de Kalachnikov. Donc je pense qu'il faut retravailler ce système de désarmement. Il faut récupérer effectivement les armes. Et je veux saluer le travail qui est fait, en tout cas par la structure de CCDO. Ça, je salue parce que ça a permis de rendre plus vivables certains tronçons. Mais il faut déployer sur l'ensemble du territoire. Voici la vérité sur la sécurité. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas que la Riviera Golfe. La Côte d'Ivoire, c'est aussi nos contrées les plus éloignées. C'est aussi nos frontières. Et quels sont les échos qui vous parviennent des contrées les plus éloignées que vous citez? Quels sont les échos qui vous parviennent concernant la sécurité? C'est la peur, c'est les cambriolages. Des villages entiers sont mis sous couple réglé par des hommes armés. Je vous ai parlé de mon cas. Je suis de Toumoudi, Kankro. C'est un cas qui est connu, où tout le village a été mis sous couple réglé. Et là, nous sommes au cœur du pays. Jusqu'au petit matin, nous n'avons pas eu de secours. Alors, de quel indice comparable à Genève et de New York me parle-t-on?
Alors, ce qui est... Enfin, moi, je reviens pour dire que ce qui est... il est difficile de vous... Vous remettez en cause des indices et vous n'avez pas d'autres chiffres pour qu'on puisse vraiment comprendre votre développement. C'est un peu compliqué. Quand vous remettez des chiffres en cause, certainement vous avez mené des études ou bien une contre-étude qui avance d'autres chiffres, mais il est impossible de les avoir avec vous. Vous nous citez quelques cas, mais bon, si on avait pu avoir des chiffres, d'autres indicateurs parce que les indicateurs que vous mettez en cause sont des indicateurs nationaux et internationaux également. Oui, mais madame, je vois que vous êtes aussi dans un rôle un peu de soutien du gouvernement, je vous comprends. Ça, c'est une accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Quand vous affirmez quelque chose, il faut pouvoir le démontrer. Et c'est ce qui est difficile avec vous. Mais il n'y a pas autre démonstration, madame, que quand je dis qu'il y a des agressions un peu partout. Vous me parlez de chiffres. Agressions un peu partout et oui. Vous citez seulement votre localité. La Côte d'Ivoire, vous avez dit que ce n'est pas Abidjan, mais ce n'est pas non plus votre localité. Non, mais madame, entre nous, vous lisez les journaux, c'est tous les jours qu'on en parle dans les journaux. Les chiffres, madame, nous savons d'où viennent les chiffres. Moi, je suis pragmatique. Les chiffres viennent d'où? Dites-nous. Je suis pragmatique. Les chiffres viennent de ceux qui les annoncent. Moi, je suis pragmatique, je suis dans le peuple. Et je vous parle de ce que je vis. Je vous donne des faits. Ce n'est pas du fictif, ce que je vous dis. Alors, le chiffre n'est pas plus éloquent que les faits. Les faits, vous en avez cité combien? C'est ça le problème. Alors, on va poursuivre. Moi, j'ai juste envie de savoir la stratégie que Konan Kwadwo Siméon mettra sur pied pour permettre justement de résoudre ce problème sécuritaire. Sa stratégie, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, mais la stratégie, je vous l'ai dit, il faut ramasser les armes. Il faut reprendre le système de désarmement. Les gens ont 2 armes, 3 armes, ils donnent une pour avoir leur pécule, ils ont 2. Et comment s'assurer que celui qui a 2 ou 3 armes a effectivement donné ces 3 armes? Eh bien, il faut procéder à des fouilles. Il faut fouiller les maisons et sortir les armes, c'est possible. Il n'y a pas de façon de le faire. Politique internationale à présent, dans votre projet de société, vous consacrez un volet important à l'immigration. Le taux d'immigration, vous avez retenu le chiffre de 24%. Et selon vous, il est énorme. L'expression est bien de vous. Quel serait pour vous le seuil tolérable et comment comptez-vous arriver à ce seuil-là? Oui, j'ai noté 24% selon les statistiques qui datent déjà de plus de 10 ans. Mais la vérité, c'est que ce chiffre est bien au-delà. Je pense que nous avons plus que 24%. Et ce que je dis, c'est que s'il y a un problème que nous devons chercher à régler dans le calme, mais avec objectivité et fermeté, c'est le problème de l'immigration. Tous les pays du monde essaient de régler ce problème. Simplement parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Et qu'en tant que pays d'hospitalité, nous devons créer les conditions d'accueil de ceux qui viennent pour partager notre quotidien. Nous ne pouvons pas accueillir plus que nous ne pouvons. Nous serions des mauvais tuteurs. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous essayions de mettre en place une structure qui contrôle l'immigration de façon à ce que progressivement nous en arrivions à un seuil. Lequel? Je pense que si nous arrivons à 10%, ça serait déjà une bonne chose. Justement, je pense qu'on serait tenté de se demander si vous aviez, entre guillemets, un problème avec les étrangers. Mais on ne posera pas la question comme ça. On dira tout simplement qu'aujourd'hui, l'Europe est confrontée à une crise humanitaire, concernant bien sûr la situation des migrants. Quel est votre regard de cette situation qui pourrait éventuellement arriver à la Côte d'Ivoire? Je dis bien éventuellement. C'est un problème qui peut arriver à la Côte d'Ivoire.
Et donc? Et mon regard, c'est que quand j'observe ça, je dis j'ai raison de poser le problème aujourd'hui. Je dis qu'il faut commencer par trouver une solution. Alors, c'est quoi cette solution-là? Si 24% c'est trop, il faut revenir à 10% selon vous. Comment arriver à ce taux-là? J'ai une Quelle sera solution. concrètement votre politique d'immigration? J'ai une solution concrète là-dessus. C'est laquelle? J'ai dit que je proposerai au gouvernement de ces pays où ces ressortissants sont de bien vouloir, avec nous, étudier une politique de réinsertion. Dans leur pays. Et je demanderai aux Ivoiriens de m'autoriser à dégager une ligne pour aider à la réinsertion de ses frères et sœurs dans leur pays. D'accord. Donc, en clair, vous, Président, vous êtes prêt à prendre des moyens dans les caisses de l'État pour aider à l'insertion de personnes étrangères dans leur pays. Oui, c'est bien madame. cela. Oui. La Côte d'Ivoire est un pays leader. La Côte d'Ivoire a une responsabilité. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, est locomotive et nous avons un devoir de solidarité et d'assistance aux autres contemporains de la sous-région. D'accord. Alors, vous êtes président au soir du 25 octobre. Vous estimez qu'on a déjà trop d'étrangers. Vous faites quoi? Vous fermez les frontières? Non, madame. C'est caricatural, ça, madame. C'est une question, expliquez-nous. Je vais vous répondre. Allez-y. Cette décision que je prends, quand je parle de 10%, je ne m'attends pas à atteindre les 10%, même pas au terme de mon quinquennat. C'est un processus que je veux engager. Et à terme, au bout de 10 ans, de 15 ans, même dans 20 ans, on aura réglé un problème plus grave qui vient plus loin, comme le problème que mon frère évoquait tantôt. Donc c'est un processus. Et je ne suis pas en train d'insinuer un retour, un renvoi. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Ça se passera avec plusieurs gouvernements responsables et nous regarderons comment nous pouvons nous entraider à maintenir nos concitoyens. Allez-y, Igor. Pour vous, les immigrés ne peuvent pas constituer une source de richesse ou bien les considérez-vous comme des grignoteurs de tout ce qui devait revenir aux nationaux? Non, pas du tout. Ce pays a une histoire. Et ce que nous sommes dépend aussi de l'apport de nos frères et sœurs qui sont venus nous aider. Il ne s'agit pas de ceux-là. Ceux-là, dans la plupart des cas, sont devenus ivoiriens, sont intégrés. Non, je ne parle pas de ceux qui ont des attaches, j'allais dire, de ce niveau avec nous. Mais remarquez que c'est tous les jours quand même que nous recevons. Je parle de ceux qui arrivent. Si nous étions à 20%, si à partir de 24%, nous avions essayé de filtrer davantage nos entrées, aujourd'hui, on ne serait pas à 24%, puisque la vie, ça se renouvelle, mais ça part aussi. Donc, je parle de ceux qui arrivent maintenant, je parle de ceux qui ne peuvent pas justifier véritablement d'une activité concrète. Je parle de ceux qui ont besoin d'aide, de ceux qui ont besoin d'être assistés. Est-ce que il ne serait pas intéressant ou bien possible de faire une naturalisation massive et puis à partir de là, elle serait une nouvelle politique? C'est une solution. C'est une solution. Je parle du futur. Je parle de ce qui arrive. Et je dis, nous ne pouvons pas accueillir comme nous accueillions. Nous étions 3 millions d'Ivoiriens lorsque nous prenions notre indépendance. Nous sommes aujourd'hui plus de 22 millions. Avec les crises que nous avons connues, 25 ans durant, nous n'avons pas développé le dispositif d'accueil. Et aujourd'hui, vous croyez
quand vous avez une maison de 2 pièces, vous pouvez accueillir tout au plus 5-6 personnes. Si vous en avez 20, vous allez avoir des problèmes pour les loger et finalement, vous n'aurez pas rendu service. D'accord. Alors, Konan Kwadjo Siméon, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Déjà? Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. 2 petites questions. Vous répondez très rapidement. Nous nous positionnons déjà au soir du 25 octobre. Vous êtes élu président de la République, comme vous le souhaitez. Votre première action, ça sera laquelle? Ma première action, ça sera de demander à tous mes compatriotes à l'extérieur du pays de rentrer. Très bien. Et prenons le cas contraire, vous perdez l'élection. Que feriez-vous? Je perds les élections, ce qui n'est pas probable. J'aviserai. Très bien. Merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Face aux électeurs, ce soir, c'est terminé. Nous recevions Konan Kwadjo Siméon, candidat indépendant à la présidentielle de 2015. Merci de nous avoir suivis. Ce programme se poursuit demain à la même heure avec l'une des 2 femmes qui sollicite le suffrage des Ivoiriens, la candidate du RPCIP, Lagou Adjoa Henrietta. Pour ma part, je vous dis au revoir.